Merci beaucoup, Edouard, pour la présentation. Merci aussi pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir participer à ce séminaire. Je suis d'autant plus content que je vais parler de jeux et c'est un peu un sujet qui m'intéresse du matin au soir depuis quelques années. Peut-être avant de me présenter plus avant, je vais peut-être faire un petit sondage dans la salle. Qui connaît ce jeu que je suis en train de présenter à l'écran? Ok. Et qui a joué à ce jeu? Ouais, ok, ça va. Je pose la question parce que je me suis dit qu'un jour, si jamais personne ne disait, enfin si quelqu'un ne disait pas j'ai joué à ce jeu, je prendrais ma retraite en me disant je travaille sur des jeux qui sont déjà trop anciens. Ouais, c'est un jeu qui s'appelle Pong. C'est un jeu que j'ai mis en introduction parce que c'est un jeu qui est considéré comme l'un des premiers jeux vidéo qui a eu du succès. Il a été publié en 1972. Et les premiers jeux vidéo sont apparus plutôt au début des années 60 avec Space War, qui a été fait au MIT par des étudiants qui utilisaient les ordinateurs la nuit pour créer le jeu. Mais ça, c'est le premier jeu vidéo qui a eu du succès. Oui, donc je m'appelle Eric Sanchez, je suis donc professeur en technologie éducative. Je travaille au TechFac, qui est une unité qui s'intéresse aux technologies éducatives, où j'ai dans cette équipe enfin dans ce labo, j'ai une équipe de recherche que je dirige et qui s'intéresse spécifiquement à des questions de jeu et d'innovation pédagogique. Alors peut-être j'ai une posture un petit peu différente des autres intervenants dans ce séminaire, parce que j'ai vu que j'étais, me semble-t-il, l'un des rares à être en sciences de l'éducation. En tout cas, cette année, j'ai vu des gens en psychologie, j'ai vu des gens en neurosciences, j'ai vu des gens en psychologie cognitive. Alors, c'est pas un domaine qui m'est complètement inconnu à les neurosciences. J'ai une formation de biologiste au départ, et ça m'a rappelé d'ailleurs qu'au début de ma carrière, je formais des étudiants au CAPES et à la Greg en France. À l'époque, on disait neurophysiologie, hein, physiologie du système nerveux. Mais bon, on parlait surtout de système moteur, de système sensoriel et très peu de cognition. Aujourd'hui, je voudrais aborder cette question avec vous, des jeux numériques dans la classe, dans ce cycle de séminaires qui porte sur la question du temps d'écran. J'ai posé la question, est-ce que c'est une bonne idée? Alors vous allez comprendre que je ne vais pas répondre à cette question par des études randomisées, parce que justement, comme je suis en sciences de l'éducation, j'ai des méthodologies, j'ai une épistémologie qui est différente. Vous allez voir qu'on aborde les choses de manière différente dans mon équipe. Et la deuxième raison aussi, c'est que quand on regarde les travaux qui essayent de répondre à cette question, en fait, ils sont non conclusifs, et pour les raisons que toi ou Benoît signalait, il y a beaucoup d'études qui sont corrélationnelles et qui finalement ont du mal à contrôler les variables. Mais on va quand même essayer de regarder cette question et je vais la regarder sous l'angle des mythes autour des idées du jeu et de l'apprentissage. Alors je vais commencer peut-être quand même par un préambule pour vous donner quelques éléments autour du jeu. La première chose que je voulais vous dire, c'est que le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle, hein. Donc c'est en chiffre d'affaires d'abord, probablement, et aussi en termes de temps consacré. On passe plus de temps en moyenne devant un jeu vidéo qu'au cinéma ou devant d'autres médias culturels. En tout cas, c'est ce que nous disent les études. Là, je vous ai mis Minecraft et je vous ai mis... Là aussi, l'un des jeux actuels les plus vendus dans le monde, qui est une espèce de jeu de construction électronique, on va dire, numérique, qui permet ici, par exemple, de recréer la cathédrale de Genève. Alors, si c'est la première industrie culturelle, donc les parents, lorsqu'ils vont s'intéresser au temps d'écran, ils vont s'intéresser à deux types de problèmes, les réseaux sociaux, hein, on l'a vu dans les séances précédentes, qui sont effectivement un facteur d'utilisation des écrans. Et puis, le deuxième facteur, ce sont les jeux vidéo. Et là, je me suis amusé à sortir une étude de 1984, où les gens s'inquiétaient déjà de l'utilisation et du temps consacré aux jeux vidéo. Donc là, on est sur une étude qui a maintenant 40 ans. Et donc, on avait des joueurs qui étaient des joueurs considérés comme des joueurs compulsifs, hein, heavy gamers, qui étaient des joueurs qui jouaient 3 fois par semaine.
à raison de, en moyenne, 1 heure et demie pour chaque séance. Alors pourquoi si peu par rapport à maintenant? C'était probablement la disponibilité des dispositifs qui a complètement changé. À l'époque, pour jouer, il fallait aller dans une salle d'arcade. Et vous voyez, ça leur coûtait à peu près 9 $ par semaine pour jouer à leurs jeux vidéo. Les prix ont finalement relativement baissé, même si les jeux peuvent être relativement chers. Et en tout cas, ils sont beaucoup plus accessibles. Il y en a beaucoup qui sont gratuits. Alors les valeurs, les chiffres actuels que l'on trouve, par exemple en Suisse, sont toujours des chiffres qui sont... J'ai pas trouvé d'études de mesure d'utilisation des jeux vidéo. J'ai trouvé des études auto-rapportées où on demande aux joueurs combien de temps jouez-vous. Et là, c'est l'étude James, donc en Suisse, auprès des jeunes. Et vous voyez les valeurs, elles ont beaucoup augmenté par rapport à l'étude de 84, 2 heures 40 minutes pour la valeur moyenne. Le week-end, c'est beaucoup. Mais en même temps, je voulais contraster cette information avec deux choses. La première chose, c'est que le jeu a été considéré comme, enfin, a été établi comme un droit fondamental de l'enfant dans une déclaration de l'UNICEF en 1989. Et récemment, en 2019, on a introduit dans le répertoire des troubles, des troubles médicaux, le gaming disorder, ça veut dire les troubles liés au jeu, c'est-à-dire des joueurs qui ne sont pas capables de contrôler leur temps de jeu, d'ailleurs avec beaucoup de controverses. Donc vous voyez qu'il y a des approches qui sont contrastées du point de vue de la manière dont on voit le jeu et le jeu numérique en particulier. Alors, je vais essayer dans la suite d'essayer d'interroger, avant de rentrer dans les mythes, des frontières ou des contrastes que l'on a habituellement lorsque l'on regarde la question du jeu. Par exemple, on oppose souvent l'idée du jeu avec l'idée du sérieux. C'est quelque chose qui est souvent mis en avant. Je vais vous donner l'exemple d'une étude. Là, c'est une étude qui a été mise en place par des collègues de l'université de Fribourg. Et eux, ils travaillent dans l'Antiquité, ils s'intéressent au jeu dans l'Antiquité. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des vases, ils en ont trouvé plus d'une quarantaine, des vases grecs, qui sont des vases sur lesquels on voit Achille et Ajax, et deux guerriers de la guerre de Troie, qui sont sous leur tente dans cette représentation. Et ces imbéciles, ces guerriers qui normalement devraient être sur le terrain en train de se battre comme de valeureux guerriers, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent. Et ils jouent à un jeu que mes collègues ont pu identifier, c'est le jeu des 5 lignes, qui est un jeu de stratégie qu'on pourrait apparenter d'une certaine manière aux échecs. C'est un jeu assez complexe. Et donc on comprend en fait que dans l'Antiquité grecque, le jeu était considéré comme finalement quelque chose peut-être d'intéressant du point de vue de l'apprentissage, parce que c'était un moyen finalement de se préparer à la guerre en travaillant ses capacités tactiques et stratégiques. Et puis ce qu'ils ont montré également dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde certains vases, on voit Athéna qui apparaît au niveau du plateau de jeu. Et ça veut dire que le jeu, à l'époque, c'était pas quelque chose de pas sérieux du tout, c'était pas quelque chose de frisvol, mais c'était quelque chose qui jouait, c'était une façon de bien jouer, c'était une façon d'invoquer les dieux, et donc de se mettre les dieux de son côté, notamment la déesse de la guerre, pour ensuite aller se battre. Donc vous voyez peut-être que l'opposition qu'on fait actuellement entre jeu et sérieux, quand on regarde d'autres civilisations, et notamment des civilisations d'Antiquité, peut-être cette opposition n'existait pas. Donc c'est peut-être à interroger. Alors, je vais vous montrer actuellement comment se rejoignent le jeu et le sérieux. Je pourrais prendre plein d'exemples de jeux. Là, j'ai pris un jeu qui s'appelle 12 septembre. C'est un jeu qui est tout simple. Vous voyez une ville du Moyen-Orient, et puis vous avez un viseur, et vous voyez que dans cette ville, il y a différents types de populations. Il y a des populations, donc des civils, on va dire, qui sont en bleu. C'est les gentils, les gentils habitants de cette ville. Mais au milieu, il y a quelques-uns sont en noir, et ce sont les terroristes. Donc le jeu consiste à tuer les terroristes et à éliminer les terroristes dans cette ville. Et évidemment, quand on va tirer, quand on essaie de tirer, à cause de la précision de ces frappes qui ne sont pas si chirurgicales que ça, il y a des dégâts collatéraux. Je n'ai pas mis le son, mais chaque fois qu'on tire, en fait, on entend des pleurs d'une femme. Et on voit aussi un phénomène qui arrive, c'est que les civils se transforment en terroristes. C'est-à-dire que, en fait, en attaquant cette ville de manière
indiscerné, eh bien, on va se trouver finalement à générer, à augmenter le problème qu'on est en train d'essayer de résoudre. Vous voyez que les gens qui ont fait ce jeu-là l'ont fait pour des raisons qui ne sont pas que frivoles. Ce qu'ils voulaient faire, c'est faire passer un message en disant, bah, écoutez, c'est peut-être que la guerre d'Irak, la guerre qui a eu lieu en Irak, est peut-être pas la guerre optimale pour résoudre les problèmes que l'on a aux États-Unis en ce moment. Donc les jeux, on appelle ça des advert games. Ce sont des jeux qui sont destinés à faire passer un message. Il existe de nombreux jeux. Alors, toujours pour rester dans le domaine militaire, parce que souvent les jeux sont autour de la question militaire, ça c'est un jeu qui est aussi très très connu et très utilisé. Ça a été fait par l'armée américaine qui a financé ce jeu. On en a il y a eu un très grand nombre de versions. C'est un jeu qui peut être joué gratuitement, donc qui est accessible facilement. Et l'armée américaine utilise ce jeu pour entraîner ses soldats et pour aussi sélectionner des personnes qui ont des bons scores dans le jeu pour leur dire, finalement, vous avez apparemment une bonne coordination entre la main et l'œil, et peut-être que vous feriez un très bon soldat dans notre armée. Vous voyez, deux jeux qui sont très différents et qui sont utilisés pour des motifs différents, mais qui sont utilisés pour des motifs qui sont, on va dire sérieux. Souvent, on oppose aussi la question du jeu et du travail. Et là, je vous ai mis une citation d'Erasme. Alors, Erasme, vous vous souvenez peut-être, c'est un philosophe qui est précepteur du duc de Bourgogne. Donc, il est chargé de l'éducation des enfants du duc de Bourgogne. Et comme tous les éducateurs, il est confronté au fait que les enfants du duc de Bourgogne ne sont pas si attentifs que ça à leurs exercices scolaires. Ils ne sont pas si travailleurs que ça. Alors, il se dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur faire croire que c'est du jeu. Comme ça, ils se mettront à travailler. Et donc, il fait ce que nous, on appelle, dans mon domaine, le chocolat sur les brocolis. C'est-à-dire, il fait des mauvais jeux dans lesquels, certes, au début, peut-être que l'on va être attiré par ce jeu en se disant oui, c'est du chocolat et ça va être super intéressant, mais quand on aura mordu une ou deux fois dedans, on s'apercevra que non, en fait, c'est bien du brocoli qu'on essaye de nous faire manger. Donc, vous voyez, ce type de jeu, c'est par exemple des jeux comme Adibou, un jeu des années 80, où finalement, moi, j'ai embêté une de mes filles en lui faisant jouer à ce jeu, où elle faisait des exercices de maths, et puis quand elle avait bien fait des exercices de maths, elle avait le droit de jouer, c'était une récompense. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire, nous, d'éviter, justement, c'est d'opposer le jeu et le travail, d'essayer non pas de faire du chocolat sur le brocoli, mais plutôt un gâteau aux carottes où on mélange du jeu et de l'apprentissage. Peut-être aussi sur le contraste entre le jeu et l'école. Alors, le jeu et l'école se sont rapprochés, on va dire, à la fin du 19e siècle, par exemple avec des gens comme Froebel, qui dans le monde alémanique, qui ont essayé d'introduire le jeu à l'école maternelle, on va dire, dans les petites classes. Et par contre, le jeu, il s'est plutôt cantonné pendant très longtemps à ces classes enfantines, on va dire. Pourtant, c'est un peu étonnant parce que quand on regarde le terme ludus, quand on regarde un dictionnaire latin, ludus, ça veut dire à la fois jeu et ça veut dire école. Donc probablement que dans l'Antiquité, chez les Romains, on avait une conception de l'école du jeu qui était plus proche que celle que l'on a actuellement. Bon, néanmoins, les jeux ont été récupérés par l'école assez tôt, d'une certaine manière. Là, je sens le mien que j'aime bien parce qu'il est en Suisse. Vous pouvez le voir au musée du jeu à la Tour de Paix. C'est une espèce de jeu de loi. Sauf que sur ce jeu de loi, il y a des péchés capitaux, donc il ne faut absolument pas tomber sur les péchés capitaux. Et puis si on gagne, on arrive au paradis. Donc c'est une façon d'enseigner les péchés capitaux aux enfants. Voilà, je vais maintenant rentrer dans les jeux numériques. Je voulais aborder la question du jeu en général et interroger cette dénomination aussi, jeu vidéo, jeu numérique. Je n'utilise plus le terme jeu vidéo parce que c'est un terme qui est finalement assez trompeur. Quand on imagine des jeux vidéo, on imagine un individu qui est seul, qui est devant son écran, qui est en train de jouer avec sa manette de jeu. C'est plus vraiment ça, les jeux. Ça existe encore, ce type de jeu existe. Souvent d'ailleurs sur des jeux qui sont multijoueurs, donc on est peut-être seul devant son écran, mais on est en contact avec d'autres. Et puis on a de plus en plus de jeux tels que celui que je vous montre ici, qui est utilisé dans un gymnase. Ici, c'est au Québec, ça se développe beaucoup. Vous voyez, les enfants doivent lancer leur ballon sur des cubes et développer leur adresse pour arriver à détruire ces différents cubes. Donc, vous voyez qu'on arrive à des jeux qui sont des jeux où on va utiliser le numérique, mais c'est des jeux que nous, on appelle en réalité mixte. On va à la fois mettre du numérique, mais aussi des choses qui sont plus tangibles. Ici, les ballons sont complètement tangibles dans ce jeu. Et je vous montrerai des jeux qui ressemblent un peu
à ces jeux en réalité mixte. Voilà. Alors pour terminer cette introduction, ben, je vais peut-être arriver quand même à une définition du jeu, parce que je pense qu'on va en avoir besoin pour la suite, pour raisonner. Alors c'est un peu une mission impossible, en fait, cette définition du jeu. Malheureusement, on sait beaucoup, mais enfin, de nombreux chercheurs se sont cassés la tête à essayer de trouver une définition. Il n'y a rien de consensuel. Le terme est tellement polysémique. Par contre, là où il y a pu y avoir un accord, c'est sur un certain nombre de caractéristiques du jeu qui, individuellement, ne sont pas des caractéristiques qu'on pourrait qualifier de ludiques. Hein. On pourrait trouver ces caractéristiques dans d'autres contextes. Mais si elles sont toutes ensemble, là, on peut dire que ça commence à devenir quelque chose de ludique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces caractéristiques ? Il y a un défi. Dans un jeu, il y a toujours un défi. Alors, on pourrait me dire parfois compétition. Alors, ça peut être une compétition entre les équipes, ce qui est souvent peu acceptable dans les classes. Dans les classes, on va plutôt faire une compétition contre le jeu ou contre le maître du jeu. En tout cas, il y a un problème à résoudre, il y a un défi qu'on doit résoudre et qui est pas trivial. Il y a un univers narratif qui est plus ou moins métaphorique. Alors dans les jeux d'échecs, par exemple, c'est très métaphorique, mais ça peut être complètement explicite. Ça peut être par exemple un plombier qui essaye de sauver la princesse dans Mario. Et puis il y a des règles. Alors les règles aussi, c'est un peu ambigu parce que souvent les règles ne sont pas forcément fixées complètement à l'avance, elles sont construites par les joueurs, elles peuvent être transgressées à certains moments, mais pour qu'il y ait jeu, il faut qu'il y ait des règles communes acceptées par les joueurs. Ce qui est intéressant dans les jeux, c'est la frivolité du jeu, j'y reviendrai du point de vue de l'apprentissage, c'est-à-dire que par frivolité, on entend le fait que c'est juste du jeu, c'est pas grave, c'est pas la vraie vie, donc on a le droit de dire pouce et de s'arrêter. Et puis, il y a toujours une incertitude sur le résultat. S'il n'y a pas d'incertitude sur le résultat, si on sait qu'on va gagner ou si on sait qu'on va perdre, ben là, c'est plus du jeu et le jeu s'écroule. Et tout ça va concourir à une espèce de changement de cadre d'expérience. C'est-à-dire que le jeu, c'est subjectif et on va finalement vivre une situation dont on sait qu'elle n'est pas la situation réelle, qu'on va la qualifier de jeu. Quand on mord dans un jeu, c'est pas une morsure. Quand on tue dans un jeu, on tue pas pour de vrai. Quand on joue un personnage, on n'est pas le personnage pour de vrai. Donc il y a un changement de cadre d'expérience qui nous permet de vivre cet univers narratif. Là, je prends l'exemple de cette image, hein, c'est l'image que vous avez peut-être reconnue de Flight Simulator, qui est un jeu très connu, très utilisé. Bah, si on imagine un pilote de ligne, quand il est dans son avion, c'est la réalité, c'est pas du jeu, il pilote un avion, puis c'est pas frivole, s'il fait une erreur de pilotage, s'il casse son avion, il va casser ses passagers, lui aussi. Si ce pilote va dans un simulateur pour apprendre à piloter, et ben là, c'est pas frivole non plus. Il y a des conséquences parce que s'il rate son exercice de simulation, et ben il va perdre sa licence, il ne pourra plus jouer. Par contre, s'il rentre chez lui, s'il joue avec ses enfants, eh ben, il va se retrouver dans une situation où là, peut-être même il fera exprès de cracher son avion parce que ça sera drôle. C'est du jeu. On a le droit de faire passer du second degré à travers le jeu et en tout cas un métalangage qui est de dire oui, vous voyez, votre père, il est pilote de ligne, mais en fait, il est aussi capable de casser les avions, ça ne lui fait pas peur. Vous voyez, on peut jouer avec le jeu, justement. Alors, je vais essayer maintenant de regarder un certain nombre de mythes donc, autour du jeu et de l'apprentissage. Je vais le faire à partir d'études que j'ai pu conduire dans mon équipe. Et le premier mythe que je vais aborder, c'est le jeu comme facteur de motivation, parce que souvent, c'est ce qu'on entend dire. Hein. Le jeu, ça motive, donc on va leur donner du jeu, un peu comme Erasme. Et puis, ça aboutit à la situation du chocolat sur les brocolis. Alors, on s'est retrouvé il y a quelques années, là je vous parle d'une étude qui est un petit peu ancienne, mais on a repris les résultats récemment, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait avec ça. Alors au début, c'était un défi qui nous était donné. Moi, j'étais à l'époque à l'École normale supérieure de Lyon. On m'a dit, voilà, on a 300 étudiants, il faut leur apprendre les règles de l'utilisation des ressources pédagogiques numériques, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils respectent le droit d'auteur. Ce sont des règles assez complexes. Les étudiants, ils n'en ont rien à faire, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, ils ne sont pas du tout intéressés par la thématique. En plus, c'est entre les écrits et les oraux de la grecque. Normalement, ils sont en vacances, donc ça va être chaud. En plus, on n'aura qu'une heure de temps pour les former. Et puis, en plus, on a très peu de moyens, et en particulier, aucun expert qui connaît ces histoires de règles juridiques dans l'Institut.
On s'est dit, OK, c'est intéressant. Donc nous, on fait du jeu, donc on a fait un jeu. Et on l'a fait avec nos petits moyens, un jeu. Alors pourquoi il est si moche? C'est parce qu'en fait, ce jeu, on n'avait pas de graphiste. Et donc, on s'est dit, bon, on va faire du rétro gaming. Puis finalement, c'est passé auprès des étudiants. Ils se sont dit, ouais, c'est moche, OK, mais ils l'ont fait exprès que ça soit moche, hein. Et d'une certaine manière, c'était vrai. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. Alors c'est un jeu qui est en ligne, hein. Vous voyez que les contraintes, c'était d'attirer les joueurs. Et dans ce jeu qui est en ligne, en fait, on a cet écran, hein, quand on se connecte. Et on est associé à une équipe, hein, et on se retrouve associé par le système dans une équipe avec quatre joueurs. Et puis on est en face d'étagères. Alors la première chose à faire, c'est d'aller cliquer sur les étagères. Et puis, donc, quand on clique sur les étagères, eh ben, on peut choisir une ressource. Alors, ces étagères, ben, on voit des boîtes. Quand on ouvre les boîtes, on clique en dessus. C'est par exemple un livre qui est numérisé, qui a été publié en 1925 par tel auteur. Enfin, il y a tout un tas de caractéristiques qui sont à connaître pour connaître les règles du droit d'auteur. Si on considère que la ressource qu'on a choisie, elle respecte le droit d'auteur, on se dit, bah, OK, je la mets au frigo, je vais l'utiliser. Et là, quand je la mets au frigo, mes partenaires qui sont à distance, donc qui sont en ligne, ils le voient. Ils voient que j'ai sélectionné cette ressource. Ils sont capables de regarder la ressource qui a été sélectionnée. Donc éventuellement, ils peuvent réagir en envoyant des messages. OK, vas-y avec ça, ça m'a l'air bien, tu as sélectionné quelque chose qui est sympa. Ou au contraire, fais gaffe, on dirait que son truc, ça ne respecte pas le droit d'auteur. Et puis, quand on se met d'accord, à la fin, on nourrit le personnage. Si ça respecte le droit d'auteur, si cette ressource respecte le droit d'auteur, le personnage fait youm youm et tout va bien, on passe les niveaux. Et puis si ce n'est pas le cas, il va finir par tomber malade, par mourir. On a fait une espèce de Tamagotchi collaboratif à distance. En gros, voilà le type de jeu qu'on a fait. Alors nous, ce qui nous a intéressé dans cette affaire-là, c'est justement d'essayer de documenter l'expérience d'apprentissage des joueurs de manière à la comprendre, hein, d'essayer de comprendre comment ces joueurs jouaient. On n'a pas voulu faire une étude randomisée qui disait est-ce que le jeu a un impact ou pas positif sur les apprentissages, qui nous était demandé très vivement, hein, par les gens qui utilisaient le jeu. On a dit non, nous, on ne sait pas faire ça. On va aller documenter l'expérience d'apprentissage. On va essayer de comprendre pour voir si cette expérience d'apprentissage, elle permettait donc finalement d'apprendre ou pas. Alors, on travaille toujours comme ça dans mon équipe. Enfin, c'est pas que ça, mais beaucoup ça. On collecte des traces, hein, c'est-à-dire qu'on espionne nos joueurs, alors, dans un cadre éthique. Il se trouve que par ailleurs, je suis vice-président à la CUREC, donc déjà là, on le faisait. D'ailleurs, c'est des traces qui sont anonymisées. Et puis, on collecte ces traces, c'est-à-dire que ça se lit de cette manière. Là, on va dire là, par exemple, la 12e ligne, le 30 mars 2015, à 11h07 et 42 secondes, il y a eu un premier événement qui était qu'un joueur a cliqué Show Item Cupboard, ça veut dire qu'il a cliqué dans l'étagère de manière à regarder donc les ressources. Et puis, il était dans l'équipe 2, et lui, c'était le joueur numéro 3. Donc, il s'appelle joueur 2, 3. Donc, on a ces événements. Ça, c'est pour les traces d'interaction, on va dire, avec le jeu. On a aussi des traces d'interaction entre joueurs, puisqu'on récupère les chats entre joueurs. Donc, on sait ce qu'ils se disent. Notamment, là, ils disent que le jeu, il est moche, justement. C'est là qu'on a pu voir ça. Ils se posent la question de comment ils vont jouer. Voilà, on récupère des traces, on récupère évidemment des milliers et des milliers de traces, surtout qu'on a fait des expérimentations sur 2 années consécutives, donc à peu près à chaque fois avec 200, 300 étudiants. Ça représente un gros volume de données. On a fait de l'analyse factorielle, on a essayé de classer, de faire du clustering pour voir un petit peu quelles étaient les catégories de joueurs. Ce n'est pas sur ces résultats que je vais faire le focus aujourd'hui. Je vais vous faire un focus plutôt sur une équipe particulière pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors ça, c'est une équipe donc avec 4 joueurs de la même équipe. Et vous voyez des petites barres. Alors les petites barres, c'est des actions qui sont différentes parce qu'elles sont corrélées avec des barres différentes. Alors du point de vue du code couleur, tout ce qui est blanc, c'est j'envoie un message. Donc quand il y a du blanc, c'est que les joueurs ils envoient des messages. Quand c'est cette espèce d'orange, il sait qu'il est en train de cliquer dans les étagères. Et quand c'est du bleu, c'est toutes les autres actions. Alors là, vous voyez que déjà, ce qui apparaît dans cette équipe, c'est qu'on a 4 joueurs dans la même équipe. Et qu'est-ce que font ces 4 joueurs? Bon, ils jouent, déjà, ils font des choses, hein, mais ils jouent de manière complètement différente, hein. On a des joueurs qui sont bavards, hein, qui envoient des messages. C'est le joueur 1 et 2 qui envoient des messages. Et le joueur 3 et 4, apparemment, envoient beaucoup moins de messages à leurs coéquipiers. Et puis on voit des différences entre le joueur 3 et 4 qu'on va essayer de mettre en évidence avec un autre code couleur. C'est les mêmes données, mais joueur 3 et 4, que je fais un petit zoom. Là, j'ai pris un autre code couleur. Quand il clique dans les étagères, j'ai mis du vert. Quand il met au Quand
Quand il clique dans les étagères, c'est du orange. Orange, quand il clique dans les étagères. Le vert, c'est quand il met au frigo. Et le violet, c'est quand il nourrit le Tamagotchi. Et quand on regarde ces deux joueurs, le 3 et le 4, on voit qu'on a finalement des stratégies qui sont assez stéréotypées. Le joueur 3, il va toujours avoir cette stratégie de je clique dans les étagères, je regarde les ressources que j'utilise, je la sélectionne, je la mets dans le frigo et je nourris le Tamagotchi. Alors que le deuxième, il ne fait pas du tout ça. Lui, il va simplement prendre les ressources sans regarder quelles ressources il utilise, de manière complètement au hasard, d'après ce qu'on voit ici, et nourrir le Tamagotchi. Alors, ces deux comportements sont complètement différents du point de vue de l'apprentissage. Parce que ce qu'on voit ici, c'est que le joueur 4, il n'y a aucune chance qu'il apprenne quoi que ce soit. Jamais il pourra faire une association entre cette ressource, elle a des caractéristiques qui permettent de faire vivre mon personnage ou au contraire de le tuer. Il ne sera pas capable d'identifier quelles sont les bonnes et les mauvaises ressources. Donc il n'apprendra pas quelles sont les ressources qui respectent le droit d'auteur. Alors que c'est le cas pour le jour 3, on peut y espérer que cette association ait lieu. Autrement dit, quand on regarde les stratégies, alors, ce qu'on dit, nous, c'est déjà, il y a une dévolution du problème que l'on voit qui est mise en place dans cette situation. Dévolution, ça veut dire que les joueurs, par l'intermédiaire du jeu, ont accepté de s'approprier le problème et de le résoudre. Le problème étant, je veux nourrir ce Tamagotchi et le faire survivre pendant ces 5 niveaux de jeu. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire pour un éducateur, parce qu'en général, quand on arrive devant nos étudiants, on leur dit, voilà, j'ai un super problème aujourd'hui à résoudre. Ce que font les étudiants, c'est pas tellement d'essayer de le résoudre, mais c'est plutôt d'essayer de deviner quelles sont les bonnes réponses qui sont attendues par l'enseignant, parce qu'ils savent que c'est une stratégie qui n'est pas si mauvaise et qui est assez reposante d'un point de vue cognitif, et qui marche relativement bien quand on est un étudiant bien acculturé. Là, non. Avec le jeu, on arrive justement à cette dévolution, c'est-à-dire à ce que le joueur s'approprie le problème. Pourquoi il s'approprie le problème ? Parce que, en fait, le problème, ils savent bien que ce n'est pas l'enseignant qui va pouvoir leur donner des clés pour le résoudre. Et le problème, il est très clair. C'est nourrir un personnage pour qu'il survive. Il n'y a pas besoin de se poser beaucoup de questions. La deuxième chose, c'est que le joueur il est autonome, c'est-à-dire qu'il va, de certaine manière, avoir une grande autonomie, une grande liberté de la manière de faire. Il pourra se tromper, on verra la manière dont il se trompe aussi tout à l'heure. Mais chaque fois qu'il se trompe, il le sait. C'est-à-dire que cette liberté de se tromper, elle est encadrée par des feedbacks qui lui disent « Ok, tu as réussi ou ok, tu as raté ». Ce qui fait que la situation qui se met en place, c'est celle que j'ai représentée ici. Le joueur, il est en action, en action cognitive. Il va faire des choix, il va prendre des décisions, il va cliquer et il va se proposer, par exemple, quelles sont les ressources qu'il pense être licites du point de vue du droit d'auteur, c'est qu'ils ne le sont pas. Mais chaque fois, il aura un retour qui lui permettra effectivement de se positionner, de se dire « Ah oui, ça marche pas », et peut-être d'apprendre au bout du compte. En tout cas, d'éprouver sa manière de penser et d'agir. Alors ça, c'est les interactions avec le jeu. Il y a un deuxième type d'interaction, ce sont les interactions entre joueurs. Donc je vous disais qu'on traçait ces joueurs. Voilà un échange, un extrait des échanges entre 4 joueurs d'une même équipe. Alors il se pose la question au départ, on a une ressource qui s'appelle « À l'école des stéréotypes ». En fait, c'est un ouvrage numérisé. Et puis il y a un joueur 42 qui sait des choses et qui dit « Faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe ». Il y a 25 pages qui sont numérisées. On n'a pas le droit d'utiliser 25 pages numérisées. Normalement, c'est que 5 pages pour ce type d'ouvrage, en fonction de la date de publication. Alors que d'autres sont plus dans la discussion autour de est-ce que tu as raison, est-ce que tu as tort, etc. Mais en tout cas, il y a une discussion qui est intéressante parce qu'il y a des interactions, je dirais, épistémiques, au sens où on voit qu'il y a une vraie discussion sur la validité ou pas de ces ressources. Et donc, en fait, si on pourrait modéliser la situation de cette manière-là, ils ont ensemble un problème commun à résoudre, ils en discutent, ils essayent de valider les stratégies ou d'invalider les stratégies qu'ils mettent en place, les décisions qu'ils prennent. Ils formulent également les connaissances du point de vue, ou les règles, dans ce cas-là, les connaissances sont les règles du droit d'auteur, pour résoudre ensemble le problème. Donc le jeu a permis ça. Donc ce n'est pas un jeu qui est strictement individuel. Puis je termine pour cette étude sur le statut de l'erreur. On s'est intéressé dans cette étude aux Tamagotchicides. Les Tamagotchicides, ce sont des joueurs qui tuent souvent le Tamagotchi. Donc on les avait appelés de cette manière-là. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de Tamagotchicides et on s'est dit, ils ne savent pas. Et puis après, on a creusé un peu dans les traces, on a creusé un petit peu en les interviewant, ces étudiants.
Et puis certains nous ont dit, ok, ouais, moi je connaissais pas votre truc, donc je me trompais sans arrêt. D'autres nous ont dit, ouais, c'est vrai que je faisais un peu du essai-erreur pour voir si ça pouvait marcher sans trop me casser la tête. C'est les tamagotchicides involontaires par ignorance et par imprudence. Puis par contre, on n'avait pas imaginé que d'autres nous disent, ouais, mais en fait, moi je l'ai fait exprès, parce que je voulais savoir ce qui marchait. Donc c'était une façon pour moi de tester ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, donc c'est pour ça. Puis d'autres nous ont dit, je détestais ce jeu, donc j'ai fait exprès de tuer le Tamagotchi. Et on a trouvé aussi des Tamagotchicides en réunion, c'est-à-dire que dans les chats, on a trouvé des messages qui disaient, allez, on y va, en moins de 1 minute, il faut qu'on ait tué le Tamagotchi, tous ensemble. Donc ça veut dire qu'ils allaient sélectionner les pires ressources qui ne respectaient pas le droit d'auteur. Mais finalement, c'est peut-être ceux-là qui ont le plus appris, parce que pour sélectionner les pires ressources, il fallait connaître un petit peu les droits d'auteur. Donc je voulais vous montrer à partir de cette étude que sur la question de est-ce que finalement le jeu c'est de la motivation, vous voyez que c'est un peu plus intéressant que ça. Il y a des propriétés du jeu qui peuvent être mises en place, qui peuvent être mobilisées de manière à faire des choses. Ici, les étudiants, honnêtement, ils ont 25 ans, ils ne sont pas motivés par un Tamagotchi. Mais ils ont quand même joué à ce Tamagotchi, ils sont quand même pris au jeu pour la majorité d'entre eux. Et on a eu plutôt des bons scores ensuite au niveau des résultats du point de vue de la connaissance des règles du droit d'auteur. Deuxième mythe que je voulais également évoquer aujourd'hui, c'est celui de la question de l'enseignant. Parce que quand on parle de jeu, dans les études en particulier, c'est quelque chose qui est très peu regardé, c'est la question de l'enseignant. Qu'est-ce qu'il fait cet enseignant lorsqu'il est en classe, lorsqu'il y a du jeu? Et souvent, quand on parle aux enseignants, j'interviens parfois en formation continue d'enseignants, ils me disent « Ah ouais, non, le jeu, non, les mettre devant un jeu vidéo, et puis moi, me mettre en retrait, c'est pas terrible, quoi. » Ce que je peux comprendre, effectivement, la place de l'enseignant, quelle est-elle pendant ce jeu? Alors, on va peut-être là prendre une autre étude. Alors ça, c'est un jeu. Ce jeu a été réalisé par l'un de mes anciens étudiants au Québec. Je travaillais au Québec. Et cet étudiant s'appelle Shaon Young. Il a créé un jeu qui s'appelle Classcraft. C'est un jeu qui a eu un grand succès planétaire puisqu'il a été joué dans 160 pays, 8 millions de comptes. Enfin, c'est vraiment une grande réussite de ce point de vue-là. Et ce jeu est un jeu numérique qui est un jeu destiné à la gestion de classe. Alors, comment ça se passe dans ce jeu? En fait, le jeu est joué toute l'année. Au début de l'année, on dit aux élèves, voilà, vous êtes des élèves, bienvenue dans la classe, mais vous êtes cette année aussi vous êtes aussi des personnages. Vous serez soit des mages, soit des guérisseurs, soit des guerriers, des guerrières. Et en fonction de votre comportement en classe, vous gagnerez des points, vous perdrez des points. Donc c'est un système de bons points, comme on a connu, nous, pour les plus anciens, des systèmes de bons points. Au bout de 10 bons points, on avait des images. Sauf que là, d'abord, les élèves sont en équipe, c'est-à-dire que les points sont collectifs. Il y a une certaine... On peut, quand on est guérisseur, ou guérisseuse, on peut sauver ses camarades aussi en utilisant ces points. Et puis, dans ce jeu, les points vont servir à acheter des pouvoirs. Alors, les pouvoirs sont des pouvoirs sympas, parce que, par exemple, il y a un pouvoir qui s'appelle cape d'invisibilité. Cap d'invisibilité, ça veut dire si vous arrivez pendant 5 minutes en retard, enfin 5 minutes en retard en classe, le prof ne peut rien dire. Vous avez votre cap d'invisibilité et vous asseyez à votre place sans qu'il vous dise rien. Et on a testé le jeu à Fribourg, dans une classe où les enseignants ont décidé que le pouvoir suprême, ça serait, j'ai oublié le nom, mais le pouvoir c'était j'ai le droit de regarder pendant 5 minutes la copie d'un camarade pendant un examen. Donc un pouvoir absolument génial. Vous voyez des pouvoirs qui transgressent un petit peu les codes. Bon, voilà un petit peu le jeu. Alors le jeu aussi, il a d'autres fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités qui permettent d'animer la classe. C'est-à-dire que par exemple, on va pouvoir créer des quêtes, créer des défis à l'intérieur du jeu autour de questions scolaires. Et puis, on peut donner des pièces d'or aux élèves. Alors, les pièces d'or servent à customiser l'avatar. Et là, vous avez en fait le tableau de bord d'une élève. Donc, le soir, elle peut aller regarder son tableau de bord si elle veut, en disant voilà combien de points HPG, combien j'ai de pièces d'or, combien j'ai de points d'expérience, etc., etc. Et puis, quels sont les pouvoirs que j'ai achetés qui sont disponibles. Et l'enseignant, lui, il peut aussi distribuer, enlever des points le soir en fonction de ce qui s'est passé dans la journée. Ou alors, il le fait directement en classe avec une tablette. Mais vous avez compris que ce n'est pas un jeu où on est en permanence devant un écran. Non, le jeu, il est simplement une espèce de surcouche dans la classe. Alors ça a été travaillé dans le cadre d'une thèse, la thèse de Guillaume, qui sera certainement soutenue en juin. On est en train de fixer la date. Et lui, il s'est posé la question de quelles étaient les transformations du rôle de l'enseignant qui étaient induites par le jeu.
Et le travail qui a été fait, donc, a été fait à la fois en Suisse, du côté de Fribourg, dans un cycle d'orientation, et également on est allé au Brésil, parce qu'on avait trouvé qu'on avait des traces intéressantes, donc on collecte les traces des joueurs. On avait repéré une classe au Brésil, on s'était dit ça vaudrait le coup d'aller voir un petit peu ce qui se passe, parce que là, il y a des choses qui sont un petit peu différentes de ce qui se passe en Suisse. Je vais vite, mais voilà les traces qu'elles nous disent quand on regarde les fonctionnalités du jeu qui sont utilisées. Là, on voit la première ligne, c'est le Brésil, la deuxième, c'est la Suisse. Les histogrammes, en fait, sont à peu près toutes les semaines. On a une douzaine, une quinzaine de semaines, je crois, d'études. Et les couleurs sont les fonctionnalités du jeu qui sont utilisées. Et ce qui est remarquable, c'est que quand on regarde, même si on ne rentre pas dans les détails, c'est que vous voyez, les couleurs sont très différentes entre la Suisse et le Brésil. Ce n'est pas juste une question de drapeau, c'est que ça veut dire que les enseignants n'utilisent pas les mêmes fonctionnalités du jeu. Les enseignants utilisent le jeu de manière complètement différente. On a les enseignants brésiliens qui vont plutôt utiliser le jeu. Alors, orange, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont distribuer des pièces d'or à leurs élèves. Distribuer des pièces d'or, en fait, ça veut dire qu'ils vont récompenser les élèves lorsque les élèves ont des réussites scolaires. Alors que les enseignants suisses, ils vont plutôt faire du bleu. Faire du bleu, ça veut dire distribuer des points d'expérience. Et en fait, c'est des enseignants qui sont confrontés à un problème dans la classe, qui est un problème d'une classe gymnasiale pour laquelle les élèves n'ont pas vraiment de problème d'apprentissage, qui réussissent bien en classe. Par contre, ce sont des élèves casse-pieds. Des élèves qui sont sans arrêt en train de chercher à transgresser les règles. Et donc, ils vont utiliser ce jeu pour régler ce problème. Autrement dit, on a des enseignants brésiliens qui sont plutôt du côté d'une utilisation du jeu qui correspondrait à une animation. Et ils ont besoin de motiver les élèves, ils ont besoin d'animer la classe, ils ont besoin de les impliquer dans les apprentissages, alors que les enseignants suisses ont plutôt besoin d'arbitrer les choses dans la classe où il y a des élèves qui sont transgressifs du point de vue des règles de la classe. Alors, ce résultat, pour moi, est important, hein, parce que souvent les études ne se posent pas la question de l'enseignant. Quand on fait une étude, par exemple, randomisée, ça vaudrait quand même d'abord voir le coup de regarder si les élèves ont effectivement joué. Et puis ensuite, on voit que le rôle de l'enseignant peut être extrêmement important. Alors peut-être dans Classcraft, c'est particulièrement vrai parce que le rôle de l'enseignement est important, mais dans beaucoup de jeux, c'est le cas également. Et donc, je pense que le facteur enseignant est à prendre en compte dans cette affaire-là. Alors, quand on regarde les processus impliqués, c'est le travail de Guillaume, il a essayé d'un petit peu de regarder finalement les actions des joueurs et les actions de l'enseignant en essayant de les catégoriser. Par exemple, il a repéré des moments, alors je vous donne un tout petit extrait hein, de ce qu'il a observé dans les classes, parce qu'on est allé dans les classes, et il dit, il a observé par exemple ECF 1 P1, ça veut dire prof 1 de la classe ECF, ça veut dire en Suisse, ça veut dire une école de Fribourg. Donc c'est un enseignant qui prend une photo quand la sonnerie retentit pour pouvoir examiner qui est prêt à sa place et le cas échéant retirer des points. C'est-à-dire, vous voyez, c'est le début de la classe, il prend une photo, parce que ça a sonné, et le soir, il regarde la photo, regarde qui était en place, et en fonction de qui était ou n'était pas en place, il va distribuer des points ou enlever des points. C'est une façon pour lui de gérer la classe. Donc là, il est dans une technique de jeu qui est de l'arbitrage. Hein. Ce qu'il fait, c'est de l'arbitrage. Le même enseignant, il va lancer un compte à rebours lors de la réalisation d'un exercice en classe. Le premier qui aura terminé et fait le moins de fautes aura 100 points. Là, on est plutôt sur de l'animation. Il va plutôt mettre un défi en disant, voilà, ceux qui vont réussir seront les premiers. Donc, il va aussi mélanger la façon de faire. Et puis, un autre enseignant va modifier le niveau de points à obtenir pour franchir un niveau. Là, on est sur un processus qui est de l'ordre de faire jouer, c'est-à-dire qu'on customise le jeu, on adapte le jeu pour que les étudiants, ensuite, les élèves soient impliqués dans le jeu. Et puis là, dans le suivant, il y a plusieurs choses. D'abord, il enlève des points de vie, donc c'est plutôt de l'arbitrage. Ensuite, il va lancer une bataille de boss, c'est plutôt de l'animation. Et puis, il va les laisser avancer de manière autonome, donc les élèves sont autonomes pour apprendre. Et puis j'ai mis aussi des observations d'élèves. Un élève qui modifie un avatar, il est sur jeu. Autrement dit, ce que montre Guillaume dans sa thèse, c'est que vous connaissez probablement ce triangle pédagogique de Housset qui est très connu, hein, avec ces différents processus, enseigner, apprendre et former. Ces processus sont modifiés par le jeu, dans le sens où enseigner, ça devient arbitrer, apprendre, ça devient faire jouer ou faire jouer, et former, ça devient animer, lorsque l'un des pôles du triangle est un peu effacé. Donc il y a une reconfiguration de la classe qui se fait grâce au jeu.
Alors, la question qui a été posée, donc, enfin, j'y reviendrai, mais vous voyez que la place de l'enseignant est tout à fait cruciale dans ces questions de jeu. J'avance avec une troisième étude. La question, c'est apprend-on en jouant ben, peut-être qu'il faut interroger ça déjà au départ. Alors, je me souviens de ce qu'a montré Benoît Bediou sur les travaux autour de l'attention, par exemple. Ben là, il y a des travaux autour des jeux vidéo, autour d'une compétence. Et là, je dirais qu'il y a des études randomisées qui ont permis, effectivement, qui sont conclusives d'une certaine manière. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est des compétences ou des connaissances qui sont plus complexes, comme je vais vous le montrer dans l'étude qu'on a conduite, et qui ne peuvent pas être abordées par ce type d'études. Je vais vous montrer le travail qu'on vient de terminer dans un musée suisse qui s'appelle le Musée de la Nature à Sion. C'était, je disais que le Classcraft, c'était l'un de mes anciens étudiants. Là, c'est aussi l'un de mes anciens étudiants qui est devenu directeur de musée, qui m'a dit, bon, j'ai un petit souci dans mon musée, c'est que mon musée, c'est un musée qui est un musée où on voit surtout des animaux empaillés. Bon, les élèves du CO qui viennent pour des visites scolaires ne sont pas forcément tous très impliqués dans ce type de musée. Actuellement, c'est quelque chose qui les intéresse pas beaucoup. Et puis moi, c'est lui qui parle, il me dit, j'ai une ambition très forte, je voudrais qu'ils comprennent ce que c'est que l'anthropocène. C'est-à-dire ce changement de rapport à la nature et ses effets sur la question environnementale, sur la question de biodiversité, sur la question du changement climatique. Et puis il me dit, j'aimerais aussi qu'on en profite pour travailler sur le rapport au savoir des élèves, à leur capacité, par exemple, à décoder des fake news. Donc il avait des objectifs pédagogiques un peu démesurés, donc ça c'est des situations qui nous intéressent bien. Et donc on est allé dans le musée, on a travaillé dans le musée pour concevoir, on fait des travaux, on fait de la recherche collaborative, c'est-à-dire qu'on travaille avec les praticiens pour co-concevoir avec eux en utilisant nos modèles théoriques. Et donc on a travaillé à la conception du jeu Géo. Alors je vous montre rapidement le jeu. Alors, le jeu, c'est donc souvent des visites scolaires. Donc là, on a la médiatrice qui accueille les élèves. Et alors, en fait, c'est en été. Hein, ici, on est plutôt en juin. Elle a un manteau parce qu'elle leur dit, en fait, je suis désolé, mais c'est l'hiver. C'est pas l'été, c'est l'hiver. Les élèves sont un peu surpris, ils ne s'attendaient pas à ça dans le musée. Et puis elle leur dit, puis en plus, vous êtes coincés. Vous êtes dans une vallée et vous êtes coincés. Mais j'ai un truc à vous donner, ça s'appelle une tablette numérique. Si vous allez scanner les animaux à l'intérieur du musée, eh bien, vous allez pouvoir récupérer des ressources, de la laine, de la viande, et pourrez survivre dans cette vallée. Donc les joueurs partent par équipe, hein, on voit les élèves là, qui sont dans le musée avec leur tablette, ils vont scanner les animaux, ils vont commencer à découvrir le musée, et au bout de 10-15 minutes, tout le monde a perdu. Donc là, il y a donc on leur dit, ils voient sur leur tablette une tête de mort, vous avez perdu, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de ressources, c'est fini. Donc les élèves viennent voir la médiatrice qui, elle, a une tablette qui leur permet de leur dire, venez voir, on va essayer d'en discuter, on va essayer de voir. Alors les élèves disent, je ne comprends pas. Alors, les élèves disent, ouais, j'ai quand même eu l'impression qu'on est allé un peu fort là sur la collecte de la viande. Peut-être qu'on a... ils ne disent pas ce mot-là, mais ils veulent dire on a surexploité les ressources. Et puis il y en a un qui dit mais c'est pas juste, j'ai pas fait de collecte du tout, et puis moi j'ai perdu. Et la médiatrice dit oui, tu sais, Bernard Arnault, quand il prend son jet, il produit du CO2, c'est le CO2 de tout le monde. C'est pas juste son CO2, c'est une histoire collective cette affaire. Donc on a un premier débriefing où on se dit là on va se retrouver dans une situation où on est en surexploitation de ressources, et si on fait ça, ça va pas jouer. Alors il y a une deuxième partie au jeu, je vous rassure, on ne s'arrête pas là. Dans la deuxième partie, on dit si le printemps est de retour, chouette, c'est cool. En plus, mais par contre, vous allez rester dans la vallée parce qu'on a besoin de vous, il y a des trucs bizarres qui se sont passés, il va falloir mener des enquêtes, on a besoin de vous pour résoudre les énigmes. Et les énigmes, c'est par exemple... Le berger a trouvé ses moutons qui sont morts dans son pré. Il dit c'est le gypaète barbu, qui est un rapace, qui était venu les tuer. Donc ils doivent aller vérifier si c'est le gypaète barbu qui a tué ces moutons. Et pour ce faire, ils doivent aller voir justement de nouveau les animaux, cette fois-ci pas pour les capturer, mais pour essayer de regarder quel est leur régime alimentaire, quelle est leur relation entre eux. Donc essayer de comprendre la complexité à l'intérieur de l'écosystème. En même temps, ils reçoivent des informations qui ne sont pas forcément toujours exactes.
C'est-à-dire, par exemple, quand le berger leur dit c'est le gypaète, non, c'est juste pas possible. Peut-être qu'il y croit, mais en fait, non, ça ne peut pas être le gypaète parce que c'est pas un rapace qui tue les moutons. Donc, ils vont enquêter, ils vont résoudre. Et puis, chaque fois qu'ils résolvent une énigme, chaque fois qu'ils arrivent à trouver un lien nouveau au sein de l'écosystème, eh bien, ils gagnent des points de manière collective. Et ils gagnent progressivement dans ce jeu. Et puis après, il y a un débriefing. Et puis, on réfléchit à deux choses. C'était quoi la solution aux énigmes? Et là, on voit la complexité des écosystèmes. On voit que peut-être les problèmes qu'on était en train de résoudre, ils n'ont pas une solution simple. Peut-être qu'il n'y a pas de solution simple à ce qui s'est passé. Il y a peut-être plusieurs hypothèses possibles. Et puis, les arguments aussi. Qu'est-ce qui permet de traduire? Est-ce que les informations qu'on a reçues de la part des experts, du berger ou d'autres personnes, d'autres personnages qu'on a croisés dans le jeu, étaient des informations qui étaient fiables? Donc on s'interroge sur son rapport au savoir. Alors le travail qui a été fait ici, c'est un travail de conception qui est un modèle qu'on utilise nous, qui doit un peu, pas beaucoup même peut-être au travail d'Emmanuel qui est là, c'est-à-dire qu'on part d'une situation cible, qui est par essence pour nous opaque et abstraite. Cible, c'est cible au sens de l'apprentissage. Ici, la cible, c'est l'anthropocène, c'est la question de la relation de l'homme à la nature. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec cette situation cible, c'est qu'on essaye de créer une métaphore. On essaye de créer une métaphore à l'intérieur du jeu. Et la métaphore du jeu, dans Géome, c'est justement ce changement de rapport à la nature qui est vécu comme un changement de rapport dans le jeu entre l'hiver et le printemps, entre le fait qu'on est un prédateur au début du jeu et qu'on devient ensuite plutôt un chercheur qui essaie de résoudre les énigmes. Et donc, on essaye de faire vivre ce changement de posture à travers le jeu. Donc, c'est le travail de conception du jeu, c'est ce travail de métaphorisation, et tous les travaux que l'on conduit sur la conception passent par cette étape-là. Alors après, évidemment, si on veut arriver à expliquer aux élèves ce que l'on voulait dire à travers ça, ça passe par un débriefing, parce que la métaphore, justement, elle est certes transparente et concrète, elle fait vivre des émotions, mais elle ne permet pas d'une certaine manière d'évoquer les concepts sur lesquels on va travailler. On ne peut pas parler d'anthropocène, il faut passer par le débriefing pour arriver à travailler sur ces questions-là. Alors, sur le côté rapport au savoir, c'est Simon, Simon Morat, qui a travaillé dans le cadre de sa thèse, une thèse qui devrait être soutenue, je pense, d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Alors lui, il s'intéresse justement au développement épistémique des élèves, c'est-à-dire le rapport au savoir. Il essaye de regarder le point de vue des élèves sur ce que c'est que la connaissance et sur ce que c'est que connaître. Et donc, on utilise un modèle qui est assez ancien, mais qui est assez opérationnel, dans lequel on nous dit que, finalement, sur la connaissance, on peut être naïf et croire que les savoirs sont certains, ou être un peu moins naïf et savoir que les savoirs évoluent au cours du temps, ou peuvent évoluer suivant les contextes. Si on est naïf sur la simplicité, ça veut dire qu'on pense que les savoirs sont isolés et vivent les uns en dehors des autres. Ou aussi, on est plutôt évolué du point de vue épistémique. On sait que les savoirs sont tous interreliés et que les concepts jouent ensemble. Et puis sur la nature de l'acte de connaître, sur la nature de la connaissance, la nature de l'acte de connaître, il y a la question de la source. Naïf, ça voudrait dire c'est l'expert qui a raison et je vais écouter les experts. C'est déjà pas si mal. Mais évoluer, ça veut dire moi, je suis capable de produire des connaissances, je suis moi-même capable de produire des informations qui peuvent être utilisées. Et puis la justification, c'est je n'ai pas d'argument ou au contraire, je suis capable de construire une argumentation. Donc ce qu'il a fait, Simon, c'est qu'il a, outre le fait qu'on a tracé les élèves pour regarder ce qu'ils faisaient dans le musée, lui, il aura mis une caméra GoPro sur les épaules. Et donc, il a regardé un petit peu ce qui se disait dans les groupes au moment où les élèves, en particulier, étaient confrontés à des moments où ils avaient des informations. Et puis, il a fait des catégories. Alors, je ne vais pas détailler trop ces catégories. Il a trouvé des élèves pour lesquels il a trouvé que sur les 4 dimensions, finalement, ce n'était pas si mal. Parce que les joueurs, ils ont conscience qu'il y a une vérité alternative. Ils ne sont pas si naïfs que ça. Ils argumentent en disant que c'est important de collecter des informations. Et puis, ils questionnent aussi les informations qui leur sont fournies. Et ils se disent, on va essayer de vérifier par nous-mêmes. Donc, vous voyez que ce sont des élèves qui, sont finalement, par rapport à l'information qui leur est donnée, et sont relativement... une épistémologie est relativement évoluée. Ce sont des élèves de 12-14 ans, je crois, je ne l'ai pas dit. Puis, on a, par contre, une majorité d'élèves qui sont plutôt dans cette catégorie, avec des élèves qui sont... incrédules, c'est-à-dire qui
bon, bon, ils sont comme les autres à peu près sur la question du fait qu'ils expriment une possibilité d'une vérité alternative, ça les élèves le font beaucoup. Par contre, sur la question des idées, sur la question des opinions, etc., pour eux, bah, non, on sait ou on ne sait pas, et puis il n'y a pas moyen de savoir, et puis il n'y a pas de solution. Et on a vu des élèves, c'était même un petit peu effrayant, on se dit, mais ils ne sont même pas dans une posture de se poser la question de savoir si ces informations sont exactes ou pas. Et ils se disent, on s'en fiche d'une certaine manière, et c'est la dernière personne qui parle qui a raison. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le jeu, il n'a pas eu un effet direct. Hein. Ils n'ont pas appris, ils n'ont pas développé leur épistémologie personnelle simplement en jouant. D'ailleurs, ça aurait été quand même un peu ambitieux en disant en pensant qu'on allait pouvoir faire évoluer l'épistémologie personnelle d'un élève pendant 1 heure et demie de jeu, alors qu'un doctorant met en général 3 ou 4 années à la faire évoluer. Par contre, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que le jeu a fourni une expérience justement commune sur laquelle on a pu ensuite débriefer avec les élèves, c'est-à-dire on pouvait ensuite réfléchir ensemble. Et, tiens, certains n'ont pas cru le berger. Pourquoi vous ne l'avez pas cru? Comment vous avez fait? Comment vous avez trouvé des informations? Et ils ont pu voir comment on pouvait finalement arriver à travailler cette information de manière finalement à la fin à arriver à des solutions qui étaient plausibles du point de vue des questions qui étaient posées. Donc le jeu, vous voyez que c'était plus finalement un apprentissage expérientiel, le fait d'avoir vécu une expérience commune, et l'apprentissage se fait parce qu'il y a cette expérience, bien sûr, mais aussi, surtout, parce que derrière, il y a une reprise de ces questions par une médiatrice scientifique dans le musée qui va reprendre ces idées. Je vais peut-être terminer avec une dernière étude qui est toujours dans le même projet. On s'est toujours intéressé à la question des musées. Et sur le jeu, c'est vu comme des exerciceurs qui vont permettre de développer des connaissances procédurales, par exemple en mathématiques, apprendre à faire des divisions ou à des multiplications, enfin, ou apprendre les diviseurs d'un nombre. Et je pense que ce qui est intéressant dans le jeu, justement, c'est pas ça. Et ça, je vais le montrer à partir d'un dernier jeu que je vais vous montrer. C'est un jeu qui est dans un musée, donc l'Alimentarium à Vevey. Et là, l'objectif du jeu, c'est d'aider des élèves à comprendre la complexité de la production alimentaire, de l'alimentation. Leur montrer que derrière l'alimentation, il y avait des questions évidemment physiologiques. Hein, selon la manière dont on mange, on sera plus ou moins malade. Et puis, il y a également des questions culturelles, il y a des questions environnementales. Et donc, ce qu'on voulait, c'est finalement apprendre à ces élèves donc, ces questions-là. Donc, le jeu commence dans le musée où on dit aux élèves, ben, pas de chance. Alors, on fait souvent ça dans les musées. Hein, pas de chance, vous êtes enfermé dans ce musée pendant 10 ans. Et donc, si vous voulez survivre à l'intérieur du musée, il va falloir vous nourrir. Mais heureusement, vous avez une tablette. Et sur cette tablette, vous avez le moyen de transformer le musée en zone de production alimentaire. C'est-à-dire qu'on voit ici quelqu'un qui est en train de scanner une salle du musée. Et en scannant cette salle du musée, ben, sur la tablette apparaît la même salle, mais cette fois-ci avec un élevage de porc. C'est-à-dire qu'elle a décidé de mettre un élevage de porc dans cette salle. Donc les élèves, qui sont des élèves aussi de classe de cycle d'orientation, viennent, ils vont pour les différentes salles du musée donc choisir des cultures, ils vont faire des choix entre différents types de cultures, différents modes de production avec utiliser de l'énergie solaire, etc. Et puis le résultat, ça va être ensuite l'ensemble des salles du musée qui vont être exploitées pour de la production alimentaire. Et eux, ils ont sur leur tablette les résultats 10 ans plus tard. L'objectif qu'on leur avait donné, c'était de nourrir 30 personnes pendant 10 ans. Là, on voit une équipe qui n'a nourri que 28 personnes, bon, qui sont en bonne santé, mais qui sont en mauvaise, du point de vue du bien-être, qui sont pas, c'est pas terrible. Bon, peut-être par exemple qu'ils leur ont fait manger trop d'insectes. On peut faire des choix de ce côté-là. C'est peut-être pas trop bien accepté. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder finalement. Il y a dans ce jeu, on a une grande diversité de choix entre les cultures qui sont utilisées, les choix d'énergie, etc., qui vont jouer sur 3 paramètres, la production de nourriture, la santé et le bien-être. Et on a essayé de regarder comment ils se sont débrouillés avec cette complexité. Alors on l'a fait dans le cadre d'un postdoc, qui est le postdoc d'Elsa Prokovic, et elle s'est posé la question dans quelle mesure le jeu permet-il de comprendre la complexité de la production alimentaire.
Alors on l'a fait en faisant un peu de clustering. On a essayé de regarder des états de jeu qui sont qu'on appelle nous des clusters. Alors on en a défini 4 qui sont des jeux, des états qui apparaissent à l'intérieur du jeu. Alors le premier, le cluster 0, c'est le cluster, vous voyez, il y a le bleu et tout en haut, ça veut dire qu'on a nourri tout le monde, mais par contre les gens sont vivants mais en très mauvaise santé et malheureux. Hein, voilà. Ça c'est une solution radicale, on nourrit tout le monde, mais on peut pas, ils sont malheureux et en mauvaise santé. Deuxième approche qui est un peu plus équilibrée, on a mis les scores assez hauts pour la santé, le bien-être, et puis on n'a pas nourri tout le monde, mais on a quand même nourri un grand nombre de personnes. Et puis il y a deux autres clusters, l'un pour lequel finalement c'est le bien-être qui est très bas, mais par contre la santé c'est pas si mal et tout le monde est nourri. Et puis le dernier cluster, c'est finalement on est plutôt bas dans les différentes catégories, il n'y a que le bien-être qui est un peu plus élevé que la moyenne. Voilà, donc différents états du jeu. On a essayé de regarder comment les élèves se naviguaient dans ces différents états du jeu. Alors on l'a fait de cette manière-là, c'est-à-dire que là, chaque ligne, c'est une tablette, donc en fait une équipe d'élèves. Et puis chaque couleur, chaque point, c'est un état du jeu. Et chaque couleur, c'est un état différent, puisqu'on a les différents clusters. Alors je vais faire un zoom là-dessus pour que ça soit un petit peu lisible. Là, par exemple, on a 6 équipes. 6 équipes. Et ce qu'on voit, c'est que pour 4 des équipes qui sont matérialisées par des flèches rouges ici, en fait, ils sont passés par différents clusters. Ils ont exploré tous les clusters. Ils sont passés par toutes les étapes possibles. Ils ont cherché une solution. Alors, la solution n'existe pas, en fait, dans le jeu. Il n'y a pas de solution où on pourrait nourrir tout le monde en mode santé et tout le monde avec du bien-être. Tout ça parce que ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est qu'on a des limites planétaires et qu'il faut faire des choix. Et parfois, il faut mettre un peu de tracteurs avec du pétrole dans les champs pour produire si on veut nourrir tout le monde. Et évidemment, ça a des conséquences en termes de pollution et ça joue sur la santé ou le bien-être. Donc en tout cas, il y a une majorité d'équipes qui vont plutôt explorer l'ensemble des clusters, mais il y a parfois aussi des équipes comme celle-ci qui, vous voyez, finalement, n'ont pas du tout travaillé cette complexité. Elles ont finalement exploré que 2 clusters, le premier étant fixe de toute façon dès le départ. Et en fait, le jeu n'a pas abouti à son but qui était de leur faire comprendre ce que c'était que la complexité alimentaire. Puis ils n'ont pas vu tout l'éventail des possibilités, des choix qu'ils avaient devant eux. Alors si on les classe toutes, ces équipes, ça donne ça. En gros, on a classé sur un diagramme où on met en abscisse le nombre total d'actions par partie. C'est très variable suivant les équipes. Et puis on a mis sur les ordonnées le nombre de clusters qui sont explorés. Alors le 1,5 n'a pas de sens. Hein. C'est 1, 2, 3 ou 4 clusters. Et on voit que les groupes 2 sont vraiment les groupes les plus efficients. Ils n'ont pas tellement d'actions, mais ils ont vraiment exploré le jeu dans son entier. Le groupe 0 l'a fait, mais en mettant beaucoup plus d'actions. Ils ont dû faire beaucoup plus d'essais. Puis on a des groupes qui sont beaucoup moins efficients, qui ont exploré beaucoup moins de clusters, donc qui finalement ont probablement pas bien compris ce que c'était que cette complexité alimentaire. Mais encore une fois, là, c'est repris dans le cadre d'un débriefing. Voilà, je vais conclure. Je crois que j'arrive au bout de mon temps avec 2 diapos ici. La première, peut-être pour vous dire que c'est peut-être le message que j'avais envie de passer. Le jeu, c'est pas juste pour motiver. Le jeu, il a des propriétés éducatives qui me semblent intrinsèques parce qu'il va permettre de concevoir des situations d'apprentissage. La première chose, c'est la question de la contextualisation des savoirs. C'est le sens qu'on va donner aux situations d'apprentissage. Je pense que c'est extrêmement important que les situations d'apprentissage soient données aux élèves et du sens pour les élèves. Et le jeu permet ça. Alors le sens, c'est un peu parfois bizarre. Il s'agit de nourrir un Tamagotchi ou il s'agit de vivre, de survivre pendant 10 ans dans une vallée. Mais n'empêche qu'il y a un sens et ça permet de s'engager dans les apprentissages, ce qu'on appelle la dévolution, c'est-à-dire la capacité pour l'enseignant de transférer la responsabilité de la résolution du problème. Les jeux permettent ça plutôt bien. La question de l'autonomie que j'avais évoquée aussi. Les jeux permettent cette autonomie au sens de liberté. Le jeu, c'est un système d'évaluation en soi, c'est-à-dire qu'en permanence, l'élève, il sait s'il a des retours ou pas. Un point qui me semble important, c'est la question de la prise en compte des émotions. Nous, on travaille beaucoup sur la frustration, pas forcément des émotions positives, mais vous l'avez vu à travers les jeux qu'on a fait. On essaie de créer un petit peu de frustration, parce que cette frustration, c'est une émotion qui est reconnue comme une émotion épistémique, dans le sens où quand on est frustré, on a envie de lever cette frustration en comprenant quelque chose qu'on ne comprenait pas au départ.
Et puis il y a la question du statut de l'erreur, effectivement, qui est intéressant parce que l'erreur, c'est consubstantiel à l'apprentissage. C'est extrêmement important d'avoir la possibilité de faire des erreurs pour apprendre. Je renvoie à mes Tamagotchi qui, finalement, en faisant des erreurs, savaient ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas. Et tout ça, c'est au service d'un apprentissage qui est très expérientiel. On vit une expérience en résolvant des problèmes. Et puis, les dernières idées que je voulais vous faire passer, c'est peut-être on n'apprend pas du jeu. Je pense que c'est quelque chose qui ressort beaucoup des travaux qu'on a fait, mais qu'on apprend de son expérience du jeu. C'est-à-dire que finalement, d'abord le jeu c'est subjectif, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on dit à des élèves jouer qu'ils vont jouer. Il y a tout un travail à faire pour les amener à jouer. L'école ou l'université n'est pas forcément prévue pour jouer, et donc il y a parfois un petit décalage. La deuxième chose, c'est que, en fait, on a un apprentissage ludique et expérientiel, mais dans le cadre d'un scénario pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a ce débriefing dont j'ai parlé assez longuement, mais que je pourrais aussi développer. Il y a une thèse qui vient d'être soutenue sur cette question-là. Et puis, évidemment, je voulais insister sur le rôle crucial de l'enseignant. Alors, déjà sur la conception, je vous disais qu'on faisait des conceptions collaboratives. C'est super important de faire de la conception participative avec les enseignants parce qu'il faut des choses qui soient adaptées aux classes. Il y a la question du briefing. Comment on fait pour faire rentrer les joueurs dans le jeu? Si on leur dit juste jouer, ça ne marchera pas, mais il va falloir créer cette histoire et les amener à jouer. Il y a la question de l'orchestration. Qu'est-ce qu'on fait pendant le jeu en tant qu'enseignant? Comment on anime le jeu? Je vous renvoie à Classcraft. Et puis la question du débriefing que j'ai évoqué en large et en travers. Voilà, si vous êtes intéressé pour des références, j'ai un Zotero qui est une bibliographie collaborative sur le jeu, donc avec beaucoup de références sur le jeu et l'apprentissage. Vous pouvez les retrouver. Vous retrouverez sur les diapos. J'ai aussi des ouvrages récents sur ces questions-là. Le premier, c'est plutôt sur les questions de mythes. Le deuxième, c'est mon programme de recherche. Et le troisième, c'est plutôt pour les formateurs qui s'intéressent à mettre du jeu dans leur classe. Et puis, je crois qu'on va s'arrêter là. Et puis, si vous avez des questions, je serai enchanté si ma présentation en a suscité. Voilà, merci beaucoup.